On va voir comment on gère les RPS. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Amélie Marcassin qui fait partie de la société Workplace Option, qui va nous parler des clés pour accompagner les managers dans la gestion des RPS. Amélie, est-ce que tu peux te présenter toi et la société en quelques mots? Oui, oui, tout à fait. Donc, je suis Amélie Marcassin, donc de formation, je suis psychologue sociale et du travail. Et donc, je suis consultante au sein du cabinet Workplace Options, spécialisée en santé au travail et en organisation. Et donc, notre cabinet a différents pôles, différentes thématiques finalement qu'on aborde. On a un premier pôle finalement d'accompagnement des salariés en difficulté. Donc, c'est simplement en fait une hotline de psychologues cliniciens. On a un autre pôle qui est spécialisé dans le retour à l'emploi, un troisième pôle qui est spécialisé dans malheureusement des situations traumatiques qui peuvent arriver aussi sur le lieu de travail. Et on a le dernier pôle donc, pour lequel je travaille, organisation et santé au travail, qui est spécialisé donc, dans les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Exactement, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Je me présente également en quelques mots. Aurélien Guillon, je suis le cofondateur de la société TeamBuilder. On est un outil de pilotage RH. Notre mission, c'est d'aider les DRH et les managers à piloter les ressources humaines au service de la performance des entreprises, tout en prenant soin du bien-être des collaborateurs. Donc, on développe un outil, un logiciel RH qui se veut innovant avec une app connectée à une app mobile que l'on peut intégrer dans Teams et dans Slack. On a 3 innovations majeures, c'est le Trimoji, donc c'est un outil d'analyse comportementale, le Team Builder pour construire des équipes en réponse à un projet avec des personnalités qui vont fitter rapidement les unes avec les autres et puis surtout qui vont travailler un petit peu de la même manière pour éviter justement commencer à prévenir un peu ces RPS. Et puis le jumeau numérique qui est une représentation graphique de l'ensemble de la société dans laquelle on va aller injecter de la data et ça va pouvoir être un outil d'aide à la décision pour mener des actions RH en interne, pour booster les performances de la boîte et le bien-être des collaborateurs. Aujourd'hui, la question, c'est comment accompagner les managers dans la gestion des RPS. Alors, Amélie, déjà, c'est quoi un RPS? C'est quoi un risque psychosocial? En fait, chaque individu, de manière générale, évolue dans un contexte, dans un environnement. Ici, on parle principalement de l'environnement de travail. Donc évidemment, il y a des contraintes, il y a des interactions, il y a des objectifs aussi à atteindre. Et finalement, dans ce contexte, dans cet environnement-là, il peut parfois y avoir certaines variables qui vont influencer les individus, influencer finalement leur motivation, leur productivité et qui finalement, par extension, va influencer aussi les résultats du service ou plus largement de l'entreprise. Ben, je vois ça là, du coup, je vois violence externe, stress, violence interne. Ça, c'est les grandes caractéristiques des risques psychosociaux. C'est les grands points. Exactement. Ce sont les grands points qui sont définis, qui peuvent être à la fois des causes, mais aussi des conséquences. Et toi, du coup, alors, t'es consultante, t'accompagnes des sociétés quand il y a déjà des cas de RPS et aussi des sociétés pour prévenir ces RPS. Mais Exactement. En fait, on peut avoir 2 types de demandes. On peut avoir tout simplement des entreprises ou justement des organismes, qu'ils soient publics ou privés, qui souhaitent faire un état des lieux et définir des axes d'amélioration à la fois pour le bien-être, mais aussi pour la performance de l'organisation. Et on peut avoir un autre type de demande, c'est finalement en après-coup, lorsqu'il y a déjà eu des remontées de difficultés, et là, on intervient justement pour corriger ces difficultés. donc, t'es déjà arrivé dans des sociétés où il y avait des trucs vraiment entre guillemets cocasses hein, qui s'étaient passés, et t'étais là pour arranger un petit peu les choses, quoi. Faire un audit, un état des lieux, et puis arranger tant que faire se peut. Exactement, et oui, on peut avoir des situations très diverses et variées, autant des choses très organisationnelles, autant des choses parfois plus humaines et avec un degré de gravité qui peuvent être totalement variés en fait. Ouais, mais qui peut être très très grave aussi. Je vois là les conséquences pour le salarié, du coup, maladie cardiovasculaire, troubles musculo-squelettiques, donc des mal de dos, etc., dépression, anxiété, épuisement professionnel, burn-out et suicide. Et effectivement, ça, c'est le dernier stade, c'est déjà arrivé. France Télécom, on s'en rappelle, enfin Orange. Oui, ouais, complètement. Ça peut arriver qu'il y ait des soucis de cet ordre-là.
Mmh. C'est pour ça aussi qu'on a un pôle spécialisé dans le trauma parce que malheureusement, ça peut arriver aussi sur le lieu de travail. Mais quand ça arrive, c'est toujours intéressant évidemment de prendre en charge le trauma, mais aussi de faire un état de lieu de l'organisation et voir s'il y aurait des choses qui pourraient être améliorées. OK. Qu'est-ce qui peut, on va dire, impacter directement, ces enfin, causer ça? Qu'est-ce qui peut causer, ces risques psychosociaux? On a, différents facteurs justement, on a prévu aussi de le développer ici dans le webinar. Ça va être différents facteurs comme par exemple des choses très organisationnelles. Est-ce que ma charge de travail est adaptée? Est-ce que mon environnement de travail est adapté? Mon environnement physique, mais aussi Mmh. mon environnement social. Est-ce que l'organisation qui est en place, est-ce que typiquement l'organigramme, est-ce qu'il est adapté finalement à l'organisation, à ses objectifs, à sa culture d'entreprise? Il y a tout ça finalement à évaluer, dans une analyse de risques psychosociaux. Ouais, ouais, ouais. Alors je c'est des chiffres clés sur les risques psychosociaux. C'est l'INRS qui a sorti cette étude sur, 28 000 salariés interrogés. Alors, elle date un peu, 2016. C'est pas hyper récent. Mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent être remontées. Là, par exemple, on a un épiphénomène sur Balance ta startup, Balance ton agency, et cetera. Les réseaux sociaux commencent à s'emparer un petit peu du sujet sur les risques psychosociaux parce que les collaborateurs maintenant, grâce aux réseaux sociaux, peuvent témoigner de ce qui se passe à l'intérieur des sociétés et c'est plus le vernis que le greenwashing que les sociétés peuvent mettre en place. Alors là, ça s'est attaqué aux startups, mais est-ce que toi, de ton expérience, les risques psychosociaux, est-ce que c'est proportionnel à la taille de l'entreprise ou ça n'a rien à voir? C'est pas forcément proportionnel à la taille de l'entreprise. On peut avoir, des, entreprises qui sont petites en termes d'effectifs et qui pourtant peuvent très bien, tourner ou à l'inverse, avoir certaines difficultés et aussi, avoir, des plus grosses entreprises avec certaines difficultés. Surtout dans les grosses structures, il peut y avoir, par exemple, des difficultés sur un service en particulier, sur une direction en particulier et finalement, les autres services, les autres structures ne vont pas du tout avoir les mêmes difficultés. Donc c'est finalement plusieurs écosystèmes ensemble. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est le manager de cette entité qui est en cause des facteurs de risques psychosociaux. Mais qui est aussi en cause des facteurs de protection et de ressources, tout à fait, oui. Ah, ok, d'accord. Ok, donc ce fameux adage, on rejoint une société, on quitte un manager, est parfaitement adapté ici. Ça, ouais, ça peut se retrouver malheureusement, ouais, en Ok, entreprise, ouais. ok. C'était un constat aussi qu'on avait fait chez Team Builders, dans le sens où, bah, effectivement, la relation entre toi et ta hiérarchie directe, pas forcément culture d'entreprise, etc., etc. C'est qu'est-ce que tu fais au jour le jour, qui te donne tes directives, qui t'encadre, qui t'a en contact en global. Ça va être déterminant pour ta santé mentale au travail, quoi. Donc ton Oui. lien avec ton manager. Oui, complètement, c'est lui aussi qui participe en fait à créer le mini écosystème en fait dans lequel on évolue. Donc évidemment, il peut, être totalement bénéfique et parfois il peut aussi dysfonctionner. Ok. Aujourd'hui, tu vas me donner des clés pour accompagner les managers dans la gestion des RPS. Mmh. Donc ça, Exactement. on a identifié les RPS, on a identifié que ça venait, que c'était très très lié au manager. Donc du coup aujourd'hui, c'est une présentation que tu as l'habitude de faire du coup à tes clients, ça? Oui, en fait, les managers, c'est vraiment le public, privilégié généralement pour les formations. Donc c'est, plus généralement une directive de l'entreprise de prévenir les risques psychosociaux et de Mmh. favoriser la qualité de vie au travail et ça passe en fait par le cascading et donc en passant par les managers. D'accord, OK. Donc aujourd'hui, on va voir quoi alors? Je vois là, il y a trois points clés. Oui, alors le premier point clé, donc c'est les enjeux des risques psychosociaux, donc on reviendra aussi plus particulièrement sur leur définition dans le détail et il y a aussi, finalement pourquoi les prévenir et pourquoi justement ça peut être intéressant de se renseigner aussi sur ce sujet. On aura aussi une deuxième partie, donc être attentif, identifier, les collaborateurs, en difficulté et identifier les difficultés aussi par extension. Et D'accord. troisième partie, c'est, maintenant qu'on a identifié les difficultés, comment est-ce qu'on fait pour justement les résoudre? OK, OK. Donc là, on commence par les enjeux des RPS alors.
Exactement. Donc il y a plusieurs catégories de risques psychosociaux qui ont Mmh. été, définies. La première catégorie, c'est une catégorie qui parle, assez souvent à l'ensemble des travailleurs de manière générale. Donc c'est intensité de travail et temps de travail, c'est tout ce qui va être charge de Ouais, travail. Est-ce ouais. que ma charge de travail est adaptée? Et aussi mon rythme de travail. Est-ce que j'ai un rythme soutenu ou est-ce que, j'ai des délais assez longs et assez corrects pour atteindre mes objectifs? OK. Deuxième dimension, l'autonomie. Autonomie temporelle, est-ce que je peux moi-même organiser ma journée de travail? Est-ce que je peux organiser ma semaine de travail? Et également autonomie procédurale, est-ce que, si par exemple j'ai un objectif à atteindre, est-ce que je peux moi-même décider de la manière dont je vais atteindre cet objectif? Après Ça c'est l'autonomie, c'est quelque chose qui pour certains profils, est pertinent parce qu'il y en a qui sont en recherche d'autonomie. D'autres, si on les laisse trop autonomes, vont sans cadre, des gens vont se sentir, pas très à l'aise, quoi. oui, complètement. Il y a des personnes qui ont besoin justement d'être cadrées, d'autres un peu moins. Et puis il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Bah, évidemment, je pense l'expérience. Du collaborateur. S'il est nouveaux arrivants, forcément, on va avoir tendance à plus l'encadrer que quelqu'un qui a plus d'expérience et heureusement. Et aussi, lorsqu'il y a des changements, par exemple un changement d'outil, un changement de process, c'est bien aussi à ce moment-là peut-être d'un peu plus cadrer pour justement aiguiller les collaborateurs dans ce changement. OK. Effectivement, ouais, quand on est nouveau dans une société, être autonome tout de suite, c'est compliqué, quoi. Ouais, on Faut peut avoir faut l'impression d'être donner un peu lâché un dans la petit cadre. nature. Ouais, ouais, complètement. Alors j'ai une question. Les managers peut-être alors je comprends pas. Les managers peut-être mais les nouvelles formes de management sans aucun doute à l'origine des RPS. Ah pardon, donc c'est une affirmation, c'est pas une question. Bah, oui, c'est quelque chose que je vois aussi en entreprise et oui, oui, c'est c'est une remarque, mais ouais, c'est quelque chose qu'on observe, assez fréquemment. Notamment, on a plein de nouveaux modes de management. Bah, évidemment, maintenant, on a le management à distance, on a le lean management aussi qui est arrivé aussi il y a quelques années. Donc oui, complètement, le mode de management qui est, prescrit, en fait, par l'entreprise a son influence aussi, totalement. Et puis on a cette hybridation aussi du monde du travail avec le télétravail. Aujourd'hui, les collaborateurs sont de plus en plus mobiles. Il y en a alors déjà, il y en a qui veulent pas revenir au travail. Il y en a qui veulent rester en télétravail parce que bah voilà les transports etc quoi. D'autres qui veulent revenir. Là on est vraiment dans quelque chose d'hybride. Comment ça va se dérouler et la réponse à ça c'est que le manager aujourd'hui bah déjà il peut plus faire du micromanagement parce que c'est très compliqué à distance. Enfin dire la confiance n'exclut pas le contrôle, mais si on est trop en contrôle, on va dans le mur avec ses collaborateurs qui sont à distance. On peut les désengager, ils vont partir dans une autre boîte. Aujourd'hui, on peut passer d'une boîte à une autre en restant sur son canapé, quoi. Donc, je veux dire, c'est un enjeu clé des sociétés. Pour en avoir discuté avec un DRH, là cette semaine, il m'a dit ça c'est vraiment clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RH ou le manager change de poste et devient un facilitateur, devient un animateur, plus qu'un manager, quoi. Et il est là pour essayer d'aller choper ces signaux faibles, quand ça va pas, à distance, ce qui est hyper, hyper compliqué, quoi. Oui, complètement et c'est là qu'on voit que, toutes les attentes, en fait, envers le manager sont renforcées petit à petit avec le temps et il y a de plus en plus de choses qui lui sont demandées, notamment aussi sur le plan, social et l'intelligence émotionnelle de manière générale, oui. C'est ça, ouais. Exigence émotionnelle, c'était ton troisième point, du coup. Oui, exigence émotionnelle. En fait, tout dépend des métiers. Par exemple, il y a certains métiers où on va être, confronté aux émotions des autres. Ça peut être évidemment le cas dans des métiers du social, mais ça peut être aussi, dans des métiers tout simplement en contact avec des clients, par exemple des équipes commerciales qui vont faire face à, des clients qui peuvent être, mécontents, insatisfaits et qui potentiellement vont, avoir des échanges assez, houleux. Donc ces exigences émotionnelles-là font partie des risques psychosociaux et peuvent être inhérents à certains métiers, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire. Même si c'est inhérent, il existe toujours, des solutions pour, compenser aussi ce risque-là. Quand tu parles de exigence émotionnelle, alors en dehors des sales, tu faisais dans le social, c'est quoi par exemple?
C'est vraiment, quand tu travailles dans le social, tu partages la douleur des personnes, avec eux, les émotions, positives et négatives aussi, j'imagine, ouais, voilà. C'est Des ça, gens c'est qui peut-être travaillent dans le corps médical aussi, non? complètement. Complètement. Le corps médical y est extrêmement soumis en fait. C'est, vraiment toutes les situations où on va être confronté à quelqu'un qui potentiellement a des émotions négatives, que ce soit des émotions de tristesse, de Mmh. détresse, de colère. Donc oui, en effet, c'est très prégnant dans des domaines très spécifiques comme le social ou le médical et ça peut être aussi retrouvé dans d'autres domaines, d'activité, en dehors justement de ces 2 domaines-là. OK. Donc ça va avec les rapports sociaux au travail? Non, ça pas Rapports ça, c'est sociaux au entre collègues? travail, ouais, c'est plutôt en interne. OK. Ça va être par exemple donc entre collègues, avec sa hiérarchie et aussi nous en tant que manager avec nos collaborateurs aussi. Mmh mh. Mmh. On a donc ensuite une, 5e catégorie qui concerne les valeurs. C'est, finalement, est-ce que, mes propres valeurs, sont en accord avec les valeurs de l'entreprise? Et également, est-ce que les tâches qui, me sont confiées, sont en accord aussi avec mes valeurs? OK, ça a une part importante ou pas? Enfin, je veux dire, j'avais fait un épisode, du webinaire Hebdo RH avec Théo de Myriad. Et lui, il avait sorti un chiffre comme quoi le conflit de valeurs dans les risques psychosociaux, c'était pas le facteur prédominant, quoi. C'est Exactement. c'est vrai ça? Oui. En fait, OK. c'est pas le facteur prédominant. Celui en de manière générale, celui qui ressort le plus, c'est plutôt intensité, charge de travail. Mais par contre, le conflit de valeurs, il est assez rare, mais par contre, lorsqu'il est présent, il a énormément d'impact et là, on a un très gros risque de turnover. D'accord. OK, OK. Ensuite, c'est insécurité de la situation de travail. Oui, forcément. Oui, c'est est-ce que, mon poste est stable? Est-ce que je l'aurai toujours dans 6 mois? Est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis est stable? Est-ce Mmh. qu'elle existera encore dans 6 mois? Et conditions de vie au travail, ça englobe quoi, du coup? C'est plutôt les conditions physiques, donc Ah on en OK. a beaucoup, beaucoup parlé en télétravail avec, l'arrivée massive justement de ce nouveau mode de travail. Donc ça peut être des vraiment les conditions physiques. Est-ce que j'ai le matériel, adapté et nécessaire? Mais aussi en présentiel, tout simplement, est-ce que je suis dans un environnement bruyant? Ou au contraire, est-ce que je suis dans un environnement calme? Mmh. Est-ce que mes principaux interlocuteurs sont à proximité? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont, dans un autre étage ou dans un autre bâtiment? Là, Ou un on est pays? vraiment o complètement. Là, on est vraiment, voilà, sur le côté un peu plus, physique du travail. Mmh. OK. Et communication des informations, ça, c'est encore lié au manager ou non? C'est de la société? C'est, la société, mais le manager aussi a sa place, dans le sens où le manager, en fait, est un relais, à la fois pour cascader les informations, donc de la direction vers les collaborateurs, mais aussi dans l'autre sens, des collaborateurs vers la direction et aussi en interservice, il y a aussi beaucoup de managers qui échangent en interservice. J'ai une image pour le manager, ça c'était Lucien Vincent, je crois, qui m'avait dit lors d'un épisode là sur le management. Mais il dit que le manager, c'est le maire des villes. Dans le sens où tu vois comment est organisé le territoire français. Et en fait, le maire, c'est celui qui est au plus proche de la population. Et c'est celui qui va s'en prendre plein la tête dès qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et qui va être le pivot en fait pour relayer pas mal de choses. Et voilà, donc je trouvais que l'image était assez cool. Manager égale maire. Ouais, je Après, trouve que après, c'est une bonne métaphore aussi, oui. Mmh. et quand on remonte, on voit aussi qu'il peut y avoir des pertes d'informations parce que quand on voit un ministre qui serait au codir d'une société qui est plus large, bah ça, il n'a pas la supervision sur tout et il peut pas tout voir. Et du coup, on reproche beaucoup au ministre. Voilà. C'est qu'il a un taux d'abstraction qui est super fort. Il est pas en contact direct avec la population, quoi. Donc forcément, c'est aussi le rôle du manager de faire transiter les bonnes infos, de remonter les bons indicateurs à ses ministres. Enfin, Ouais, aux exactement. régions, les régions, etc. Tu vois, de tout le truc en cascade. Tu parlais de cascade tout à l'heure, c'est très juste, quoi. C'est Mmh. un peu leur devoir.
de faire Bah, remonter ça? oui, en fait, ils savent vraiment ce qui se passe sur le terrain, donc ils savent potentiellement quelles sont les difficultés, quelles sont les contraintes et surtout, ils peuvent être, force de proposition parce que comme ils connaissent le terrain, ils savent potentiellement quelle action peut marcher, quelle action justement n'est pas applicable et c'est là aussi que leur rôle est extrêmement important, bah, tout comme les maires. Yes. Là, tu parles des conséquences de risques psychosociaux, du coup. Oui, en fait, quand on parle On en justement des parlait tout à l'heure. conséquences, ouais, des risques psychosociaux, on pense, plus généralement aux risques individuels. Tout simplement parce que, en tant qu'humain, c'est justement les risques individuels qu'on expérimente potentiellement tous les jours, à plus ou moins de grande échelle, mais, Mmh. ça peut être un niveau de stress qui varie, un niveau de motivation, qui varie et potentiellement ça peut aller sur des choses plus graves avec, des personnes qui vont avoir besoin de se mettre en arrêt, des personnes qui vont être à risque de burn-out ou alors qui, qui vont quitter, ou en tout cas ont la volonté de quitter l'entreprise. Donc c'est vraiment les risques individuels auxquels on pense en premier, stress, motivation, mais on oublie souvent les risques collectifs organisationnels. Donc c'est pour ça, c'est important de les mettre sur le même plan. Donc les risques collectifs, c'est, par exemple, un fonctionnement, au sein d'un service ou alors un fonctionnement en interservice. Hem, Tout ce qui va concerner, par exemple, la communication, la disponibilité de chacun pour travailler sur des projets communs, s'il y a des tensions, s'il y a des conflits, ça va concerner, voilà, tous les échanges, soit interpersonnels, soit interservices et puis ensuite, il y a des risques qui peuvent être organisationnels, qui vont là concerner plutôt en fait la productivité, potentiellement les délais aussi dans Ouais. lesquels nous pouvons répondre aux clients. Et ça peut aller plus loin aussi avec une, dégradation de l'image de marque, potentiellement. Donc on s'aperçoit qu'il y a un lien direct entre le bien-être des collaborateurs et la performance de l'entreprise. Complètement. Tu peux presser j'ai trouvé une phrase très, très vraie, c'est qu'une entreprise est une entité, qui crée de la qui a pour seul objectif de créer de la valeur, garder cette valeur et accumuler encore plus de valeur. La valeur aujourd'hui, c'est le capital humain, enfin dans son secteur tertiaire, hein, je parle pas du secteur, secondaire par exemple où, ce serait des machines et cetera, mais nous, nos outils de production aujourd'hui, vu qu'on algorithmise et qu'on digitalise un petit peu tout, la seule ressource d'une entreprise, ça va être son capital humain. Bah, accumuler de l'humain et puis les presser comme des citrons et qu'il y a un turnover hyper important, bah, c'est pas au service de la croissance d'une entreprise. Une société est en croissance permanente et pour rester vivante, il faut qu'elle soit en croissance permanente. Une société qui ne croît plus est une société qui s'expose à des risques de concurrence et qui va se faire bouffer par une autre. Donc du coup, si elle veut rester en vie, elle doit forcément croître. Et pour croître, eh ben, il faut garder de la valeur en interne et aller en capter d'autres. Et cette valeur, elle est générée par le capital humain. Et le capital humain, si vous les pressez comme des citrons, bah, vous allez faire une croissance de dingue économique. En revanche, votre valeur que vous avez accumulée dans votre entreprise, qui est le capital humain, eh ben, va partir. Et donc, du coup, d'une année à l'autre, vous allez devoir recommencer cet effort de réintégrer ben, d'autres collaborateurs, de les former. Ça va vous coûter et au final, ben, la croissance va diminuer. Donc effectivement, il y a un lien direct entre bah, le bien-être des collaborateurs, de favoriser le bien-être. Et il y a plein de leviers, j'imagine, dont tu vas parler aujourd'hui sur favoriser le bien-être. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur comment on accompagne les managers sur repérer les RPS et puis les gérer en situation de crise, quoi. Mmh. Exactement. Après, voilà, il y a plusieurs dimensions et plusieurs acteurs au sein de l'entreprise pour gérer les risques psychosociaux. Donc c'est ce qu'on verra aussi par la suite. Le manager n'est pas seul ou en tout cas ne doit pas être seul pour gérer ça. Mais évidemment, il a aussi, une place, très importante dans l'organisation. Ok. Je passe à la slide d'après. Donc c'est une balance avec risque-ressources. Mmh. Balance psychosociale, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est vraiment le fonctionnement des risques psychosociaux. On a tous des contraintes, des facteurs de risque qui s'imposent à nous et c'est normal, c'est aussi inhérent au travail. Mais Mhm. en parallèle, on a, aussi, des ressources. Par exemple, imaginons, nous avons une charge de travail qui est assez élevée. Donc c'est une contrainte, ça va dans la balance risque. Mais, si, en face de ça,
on a, du temps pour, subvenir à cette charge de travail ou si, on a, des collègues ou des collaborateurs avec lesquels on peut se répartir la charge de travail pour mener à bien le projet, ça par contre, ça va constituer une ressource. Et si la ressource est à hauteur, en fait, du risque, de la contrainte, il n'y a pas particulièrement de difficulté. Si par contre la ressource n'est pas suffisante, là, dans ce cas, il y a une, situation, de difficulté et potentiellement de mal-être. Ok. Comment j'appréhende le rôle et la place du manager dans la prévention individuelle, collective et organisationnelle? Sur les 3 points, quelle est la place du manager? Mmh. Beh, justement, c'est ce dont on parlait aussi un peu en introduction, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui sont demandées, en fait, aux managers. Qu'évidemment, il y a des attentes techniques, généralement, qui viennent de la part de la direction, notamment, être productif, générer une certaine valeur, ajoutée dans le collectif de travail. On Mmh, demande aussi des activités de reporting, mmh, avoir une certaine connaissance technique aussi pour maîtriser les sujets sur lesquels travaillent ses collaborateurs, pour être référent si besoin. mmh. Mais aussi, il y a des attentes relationnelles en termes de motivation, de reconnaissance, de fédération d'équipe, de cohésion d'équipe. Et en fait, finalement, ces 2 attentes, techniques et relationnelles, ne sont pas, à part l'une de l'autre. Les attentes relationnelles vont dans le sens des attentes techniques. Tout simplement, si je favorise la cohésion, si je favorise l'engagement, si je favorise la motivation, bah, nécessairement, l'implication va augmenter et la productivité aussi va augmenter. Donc les 2 finalement peuvent aller dans le même sens. OK, OK. Donc là, on va rentrer sur le 2e partie de ton pitch, mais qui va concerner quoi du coup? C'est la partie pratique du manager, de comment, il va pouvoir identifier, les RPS chez ses collaborateurs, c'est ça? Exactement, on va détailler justement les signes à repérer, pour identifier les collaborateurs en difficulté. Donc il y a De plusieurs signes À quoi il doit qui, faire attention le manager alors? justement c'est, au changement qu'il faut faire attention. Pour citer un exemple, assez simple, une personne qui, arrive régulièrement en retard, aux réunions, ça ne veut Mmh, pas forcément dire qu'elle est en difficulté, peut-être tout simplement que ça fait partie de son fonctionnement. Par contre, à l'inverse, une personne qui est, toujours, très ponctuelle, très assidue et qui vraiment, met un point d'honneur, sur cette valeur-là, si demain elle se met à arriver régulièrement en retard, ça peut mettre la puce à l'oreille. On peut se dire qu'il y a quelque chose, qui dysfonctionne. Donc c'est vraiment ce delta, ces changements-là, qu'on va, repérer. Et donc ça peut être des changements qui vont être physiques, notamment, sur, la manière de se tenir. Si on est, habituellement très droit et que maintenant on est très courbé, le visage aussi évidemment qui change énormément. C'est pour ça que souvent à distance on recommande quand même de mettre, la visio, en introduction des réunions, tout simplement pour avoir déjà ce contact social et mmh. aussi pouvoir identifier potentiellement ces dimensions-là. Ouais, Donc changement ce qui est important, c'est le delta. C'est-à-dire, tu mettais ça en titre, mais c'est, la différence. C'est vraiment c'est pas son comportement, habituel. c'est ça, c'est qu'il faut jamais se référer à un instant T et toujours faire une comparaison avec aujourd'hui et comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça fonctionnait avant. D'accord, OK. Mais si ça allait mal depuis le début, comment tu fais la différence du coup? Beh, là, dans ce cas, l'important c'est d'avoir une discussion avec le collaborateur, mais néanmoins, même si c'est toujours présent depuis un moment, il y aura toujours des signes à identifier, notamment, par exemple l'implication, du, collaborateur dans son travail, également la qualité aussi de son travail. Si, par exemple, vous sentez qu'un collaborateur fait beaucoup d'erreurs dans son poste depuis le début, ça peut aussi vouloir dire que peut-être il n'est pas très à l'aise avec ses missions et finalement si on voit qu'il y a des choses négatives, repérables qui s'installent dans le temps, ça peut aussi mettre la puce à l'oreille. OK, OK. Donc là, tu mettais aussi changement dans la qualité de son travail. Effectivement, si on n'est pas en tant que manager, si on se fait la réflexion, ouais, c'est pas terrible ce qu'il a fait, ou ce qu'il ou elle a fait, là, il peut commencer à se poser des questions et ça se trouve, c'est ma faute. C'est ça?
Alors c'est pas forcément sa faute, mais oui, si on voit qu'un collaborateur là, on sent qu'il y a un petit relâchement, depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, ouais, ça veut dire qu'il y a sans doute quelque chose qui dysfonctionne, donc c'est intéressant d'avoir une discussion avec lui. Autant peut-être que c'est quelque chose, qui est, lié, à l'équipe, à l'organisation, à son implication dans le travail, autant ça peut être quelque chose d'extérieur. Mais néanmoins, c'est important que, de le repérer pour se mettre la puce à l'oreille et pour pouvoir en discuter. Je fais la passerelle avec l'épisode qu'on avait fait avec Lucien Vincent, la ex-HR exécutive et directeur de Renault Trucks. Et lui, il avait parlé de différentes postures du manager et notamment, il avait donné des cas pratiques sur les questions à poser directement à ses collaborateurs sur, tout simplement, quand tu es en one-to-one, tu demandes à ton collaborateur, comment tu veux que je te manage? Et c'est aux collaborateurs de donner les éléments. Et en fait, c'est poser des questions, des questions, des questions, des questions. C'est en fait, j'ai observé ça. C'est pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as foutu. C'est plutôt comment je peux t'aider pour arranger le machin, etc., etc. Plutôt de se poser comme un facilitateur, en disant je suis là pour t'aider, etc. Après, si tu veux pas me parler à moi, bah écoute, parle à quelqu'un parce que ça se trouve c'est moi le problème. Donc eux aussi, toujours, faut créer une espèce de passerelle avec un autre collaborateur ou plus senior qui va aller récupérer cette info de manière indirecte. Euh, c'est hyper important, je pense, parce que même un collaborateur qui fait entre guillemets du mauvais travail, qui se met à faire du mauvais travail, il y a des managers qui vont s'énerver, qui vont ajouter en plus de l'énervement au collaborateur en le critiquant dans son dos. Ça arrive, en disant ouais, de toute façon, il fait ça. Et puis les absents ont toujours tort. Donc même si c'était à la fin, le collaborateur est parti, il a pas fini toute sa mission, il a pas transféré tout son truc parce qu'en fait il en pouvait plus. Et puis du coup il est parti de la société et il s'en prend encore une couche par-dessus. Mais c'est très humain en fait de se plaindre des autres ou de quand ça va pas. Est-ce que ça, il faut les prendre en compte aussi ou pas? Les remarques, ce genre de choses. Parce que là, il n'y a pas forcément de delta, vu que tout le monde se plaint tout le temps. Alors oui, il y a, c'est des remarques qui, dans tous les cas, doivent être prises en compte et surtout ce qui est intéressant et je rebondis aussi là-dessus, c'est, d'avoir une approche aussi résolution problème et c'est ça aussi de se dire, comme tu disais, de ne pas, se centrer, sur, des remarques ou des critiques, mais tout simplement se dire: «OK, le résultat, il n'est pas terrible, mais comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses?» et d'où la question, «Comment est-ce que je peux te manager?» C'est, vraiment, voilà, d'être centré, sur une approche résolution de problèmes et non dans une approche, critique et qui pourrait être passive et voilà, vis-à-vis du collaborateur. Toi, quand tu arrives dans une entreprise, c'est les quatre grandes questions que tu poses. Tu dis, est-ce que vous avez remarqué des changements physiques chez vos collaborateurs, comportementaux, émotionnels et dans la qualité du travail? Mmh. Exactement. Et, généralement, c'est quoi ce que tu rencontres en fait? Je veux dire, quels sont les exemples concrets que tu peux remarquer? Ça peut être, par exemple, tout simplement des retards dans les délais, de rendu. Si la personne, par exemple, est sous l'eau. Ça peut être aussi, des signes, émotionnels avec, une personne qui va être beaucoup moins impliquée et qui, on la sent beaucoup plus réticente, en fait, quand on lui, parle d'un nouveau projet. Il y a vraiment cette émotion qui n'est plus là. Et donc voilà, il y a surtout ça et puis en changement aussi comportemental, ça peut être des personnes qui vont s'isoler. Hem, C'était beaucoup le cas en présentiel. C'est plus difficile de le remarquer en distanciel, mais par exemple, des personnes qui vont manger seules le midi, qui ne vont plus venir à la pause, café, Mmh. qui ont voilà, ça peut être, voilà, des choses comme ça aussi qui sont remarquées. D'accord, OK. Et en distanciel, du coup, comment tu peux c'est quoi les signes sur ça? Par exemple, comment tu peux voir quelqu'un qui arrive en retard à une de 5-10 minutes à toutes les réunions, en visio, ça peut alors que d'habitude il était très ponctuel, ça c'est un delta, OK, ça j'ai compris. Mais, quelqu'un qui vient pas aux pauses café, c'est quoi le même signe que tu aurais toi en tant que manager? Si tu te mettais à la place du manager, comment je remarque que ça va pas?
Comment je remarque qu'une personne s'isole en télétravail? Bah, tout dépend aussi le fonctionnement de l'équipe, mais beaucoup d'équipes ou beaucoup d'organisations, tout dépend, ont mis en place des échanges, informels, parfois, pas très longs. Ça peut être, 1/2 heure pour, prendre un café ou un quart d'heure pour prendre un café. Ça Mmh. peut être aussi, potentiellement vers, le vendredi soir. Je sais que certaines entreprises ont fait ça aussi. Bah, typiquement, si c'est quelque chose qui est mis en place et qui existe, est-ce que la personne, vient? Est-ce qu'elle est impliquée? Est-ce qu'elle a toujours cet aspect social, au sein de l'entreprise ou au contraire, est-ce qu'elle ne l'a plus? Évidemment, si c'est pas un dispositif qui existe, là, c'est très compliqué de remarquer. Vous faites, du coup, quand vous arrivez, vous faites des sondages aussi, dans l'entreprise, pour, évaluer, globalement, comment ça va? Oui, oui, totalement. En fait, on pose, des questions qui reprennent les différents facteurs psychosociaux, donc la roue, qu'on a vu, en introduction. On pose, des questions sur chaque thématique De manière et anonyme, du coup? oui, de manière anonyme et Mmh on mh. obtient finalement des scores par thématique et par, entité ou par service. On peut aussi faire cette distinction si, il y a un nombre de participants, assez correct qui permettent aussi l'anonymat. Mais ça permet, voilà, de différencier aussi, bah, dans tel service, ils ont plutôt telle problématique, dans tel autre service, ils ont par contre une problématique qui est différente. D'accord. Alors, moi, j'ai plein de questions sur ça parce que, je trouve alors déjà, vous êtes un acteur, reconnu sur l'accompagnement au bien-être, donc je vois que vous avez déjà accompagné des millions, des dizaines de millions de collaborateurs à travers le monde. Donc vous devez être assis sur une grande base de données et quand même déjà, savoir, un peu à l'avance, en mode prédictif, ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner ou en tout cas, qu'est-ce que vous allez retrouver dans tel et tel secteur. Ça, c'est des études que vous avez? Vous sortez des études là-dessus, par exemple, je sais pas, dans le secteur tertiaire sur des boîtes qui sont en B2B, B2C ou alors qui sont sur, je sais pas, les transports ou la tech ou ce genre de trucs. Bah, que dans une boîte, tech tertiaire, en général, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a un souci. Est-ce que c'est des trucs qu'on peut généraliser comme ça ou pas? Déjà, dans un premier temps. Alors ça dépend vraiment pas forcément du secteur d'activité parce que ça dépend surtout aussi de la culture d'entreprise. Mais de manière générale, on voit vraiment qu'il y a des choses qui se dessinent et qui sont assez récurrentes. On voit souvent les mêmes facteurs de risque qui vont ressortir d'une entreprise à une autre, Qui même sont? si, généralement ceux qui ressortent le plus, ça va être donc la charge de travail et le rythme de travail en Mmh. facteur, de risque et par contre en facteur de protection, on a aussi toujours les mêmes généralement qui ressortent aussi et c'est généralement les, facteurs, les relations sociales au travail qui Les sont facteurs de généralement protection, c'est? Tu peux me rappeler? c'est dans la balance, en fait, c'est ce qui nous protège, c'est nos ressources. Ah OK, c'est les ressources. Donc c'est ce Mmh. qu'on c'est ce qu'on met, en avant pour contrebalancer le char la trop grosse charge et trop grosse ry et trop gros rythme? Oui, c'est ça, en fait, c'est pour, c'est finalement ce qui fonctionne bien dans une organisation. On le catégorise comme ressource et comme facteur de protection. Mmh. Donc en gros, là, tu es en train de me dire que si une société, elle organise plein d'événements, que c'est super sympa, qu'on va faire la fête un petit peu tout le temps, qu'elle favorise toutes les relations entre les collaborateurs, elle peut leur mettre une pression de malade avec une charge de malade? Non, malheureusement, ce serait, très simple, hein, de fonctionner comme ça, mais malheureusement, ça ne l'est pas. D'accord. Parce que là, Hem, tu me parles des ressources, des charges et ressources et tu me dis que c'est ces 3 trucs qui arrivent, charge, rythme et relationnel. ouais. Du mais En fait, quand on parle de relationnel, on parle pas, de peau d'entreprise. C'est pas ah de OK. ça dont on parle. On parle de quoi alors? On parle de, soutien, opérationnel, en fait. Si jamais j'ai une difficulté, est-ce que je peux m'adresser à un collègue? Est-ce que ce collègue-là constituera une ressource pour moi? Et aussi avec le manager. Si j'ai une difficulté, est-ce que je peux, l'évoquer avec mon manager? Est-ce que mon manager constituera une ressource pour moi? Donc on n'est pas dans des, événements d'entreprise très globaux. On se centre quand même sur le travail, sur la manière de travailler et est-ce que mon écosystème finalement, est ressource en cas de besoin? D'accord. OK. OK, ça marche. Hem et j'ai une autre question aussi sur les sondages que vous pratiquez. Est-ce que vous avez aussi, on va dire, une visibilité sur parce que moi j'imagine une personne qui est pas très bien, qui est atteint de risques enfin qui est assez élevé dans les risques psychosociaux, est-ce qu'elle va répondre, au sondage?
De manière générale, oui. En fait, on communique évidemment, on accompagne toutes les entreprises dans la communication, liée à ces questionnaires et c'est l'occasion aussi pour eux, en fait, pour chaque personne de pouvoir s'exprimer. Donc on essaye de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et évidemment aussi les personnes qui sont en difficulté. Puisque si tout le monde s'exprime et que si tout le Mmh. monde, enfin si seules les personnes qui vont bien s'expriment, on va avoir du mal à dégager des axes d'amélioration et c'est justement, en lien avec ces personnes-là qui potentiellement vont avoir, des dégagé déjà par eux-mêmes des axes d'amélioration. C'est avec ces personnes-là qu'on va pouvoir le mieux travailler, qu'on va pouvoir améliorer aussi la prévention. OK. L'effet Great Place to Work. Mmh mh. C'est, tu un avis, personnel ou professionnel sur Great Place to Work ou pas du tout? Je trouve que c'est, très global en fait et que comme on dit, la place du manager est tellement importante que finalement on peut travailler pour une entreprise qui a une note très bonne sur Great Place to Work et avoir finalement un écosystème qui ne représente pas du tout, la globalité de l'entreprise et qui va être Mmh. négatif et à l'inverse, une entreprise qui est notée négativement mais évoluer dans un écosystème dans lequel on va bien se sentir parce que, on a un écosystème qui est porteur pour nous. D'accord, OK. Donc je rajouterai un facteur, c'est quelque chose qui est porté par les ressources humaines et qui est un petit peu du greenwashing, non? Ah mais c'est pour la promotion aussi et pour l'image de marque, de Ouais, l'entreprise, hein, ça va on est dans ce d'accord, OK, sens-là. c'est un label que les sociétés, paient pour se mettre en avant, un peu. Beh, souvent ce sont les personnes qui ont postulé, sur l'entreprise ou qui vont avoir prochainement un entretien, qui vont Ouais, regarder les notes. Donc oui, ça permet, aux nouveaux arrivants de se situer. OK, OK. Et ça, ce sera la dernière avant de passer à celle d'après, mais je sais que l'heure avance et cetera, mais je me pose plein de questions et j'imagine que vous aussi. Et je veux dire, quand tu arrives sur une petite structure, imaginons vous accompagnez aussi bien des PME, des ETI que des grands groupes, on est d'accord? Oui, OK. Si j'arrive sur une PME de 50 collaborateurs, si je balance un test sur la société, que vous remontez les risques psychosociaux sur les différentes dimensions sociales, et que vous faites la distinguo entre les services ou c'est peu importe le service? C'est-à-dire que vous avez une analyse sur les 60, peu importe, ou alors parce que là tu me disais, je sais dire que dans tel service, c'est plutôt sur cette dimension et 10 dimensions. Mais dans une PME, et peut-être que tu as 2 personnes au service marketing et du coup de savoir qui est en RPS, c'est assez simple, même si c'est anonyme, quoi. complètement. C'est pour ça qu'en fait on adapte chaque, méthode d'analyse à, aussi à la taille finalement de l'organisme d'intervention. Et c'est vrai que sur des petites structures, fonctionner par questionnaire, c'est très compliqué. Hem, Parce que, on arrive si on fait des découpages par service, on arrive très vite à savoir: «OK, telle personne a dit ça». Si par exemple dans le service communication, il y a une personne qui est en charge de la communication, on sait que toutes les problématiques Mmh. de la communication vont être apparentées à cette personne-là. Donc ce qu'on peut faire, parfois, c'est regrouper ensemble les services. Par exemple, regrouper les fonctions support, entre elles et faire, s'il y a une problématique qui ressort, particulièrement sur un service en particulier et qui est assez, important pour pouvoir la mettre dans le rapport, on va la mettre. Si jamais il y a, un résultat, heu, qui, s'il est mis dans le rapport ne constitue pas hem, ne permet pas de conserver l'anonymat, là, dans ce cas, on va pas le mettre dans, le rapport. Mais si l'analyse est faite par questionnaire, ça va être très compliqué de retrouver de qui il s'agit. Autant si l'analyse impossible même, parce que de toute façon, on ne garde pas ces données-là. Si l'analyse, par contre, est faite par entretien et qu'on sent dans le cours de l'entretien, une personne très en difficulté, nous-mêmes, en tant que psychologue, on peut la rediriger, vers, des ressources internes, vers le médecin du travail ou vers son médecin traitant qui saura, la rediriger aussi, si besoin, vers un OK. spécialiste. Quand vous fonctionnez en entretien, vous piochez au hasard dans la société pour faire les entretiens? C'est quoi? Comment vous faites? On essaye toujours de, respecter au maximum la composition de l'entreprise. Par exemple, si on a, 30 de cadres et 30 de non cadres,
dans notre panel, on va faire en sorte d'avoir 30 de cadres et 30 de non-cadres. D'accord, donc c'est vraiment pioché au hasard dans un panel, représentatif, quoi? Oui. Et OK. on essaye, voilà, d'avoir la même proportion aussi d'hommes-femmes que l'entreprise, de respecter aussi la moyenne d'âge, de respecter aussi la moyenne de l'ancienneté. On essaye, voilà, de calquer notre panel, au profil de l'entreprise. D'accord, OK. OK, ça marche. Merci Amélie pour avoir répondu à ces questions, qui sortent un petit peu, qui étaient une parenthèse. Je vois que l'heure tourne, donc du coup, je me permets d'avancer sur la slide d'après. Tu parles des signaux collectifs de détresse émotionnelle Oui, en fait, ce sont des signaux qu'on peut remarquer, nous, en tant que manager au sein de notre équipe, mais aussi, à c'est l'échelle de la important. boîte, quoi. Voilà, c'est aussi important de travailler avec les RH parce que souvent, ce sont, les ressources humaines qui ont accès à ces informations. Donc absentéisme, turnover, accident du Mmh, travail aussi, parce que quand on est stressé, on est moins concentré, moins attentif. Donc il peut y avoir aussi des accidents de travail. De par aussi les difficultés de concentration, de mémorisation, des anomalies, des erreurs, des dysfonctionnements, et aussi plus généralement une dégradation de l'ambiance au sein, des équipes. Quand on est soumis à un fort, stress, il peut parfois y avoir certaines tensions mmh, et une certaine irritabilité aussi. clairement. Ah, on arrive au dernier pilier de ton analyse, enfin de ton process, qui est de définir les leviers à sa portée afin de renforcer la prévention au sein de son équipe. Qu'est-ce que c'est? Donc ce sont les 3 phases, qui, reprennent le schéma, qu'on peut respecter en tant que manager et qui est tout à fait à notre portée. Évidemment, si on avait affaire à un public de direction ou un public RH, on donnerait pas forcément les mêmes outils. Ici donc c'est vraiment une approche, accessible aux managers. Donc Mmh. évidemment, identifier les difficultés, donc c'est la slide qu'on vient de voir et celle d'avant. Donc les signes, le delta, sur les signes individuels et aussi les signes collectifs. Une fois qu'on a identifié justement, des difficultés ou des individus en difficulté, on passe à la deuxième phase qui est donc l'accompagnement. Donc l'accompagnement peut se faire de 2 types et les 2 peuvent être mutualisés évidemment, c'est mieux. On peut les accompagner déjà émotionnellement, tout simplement en étant compréhensif. Exactement comme tu disais, au lieu d'être, dans une dynamique de critique, plutôt d'être dans une approche constructive de: «OK, comment est-ce que je peux te manager? Qu'est De quoi est-ce que tu aurais besoin pour mieux fonctionner? Qu'est-ce qui pourrait améliorer ta situation?» Mmh mh. Vraiment être dans quelque chose de constructif pour accompagner, émotionnellement et aussi opérationnellement. OK. Donc Et puis on a facilitateur. exactement. Et il y a, ça c'était les 3 postures. Alors je m'en rappelle que 2. C'était facilitateur, le manager facilitateur, le manager coach et le manager, je ne me rappelle plus. Ça va me revenir. Je te laisse avancer. Pas de souci. Et donc oui, on a la troisième phase qui est accompagner collectivement. En fait, c'est simplement s'il y a une difficulté qui est collective au sein de votre équipe, si par exemple c'est une difficulté sur un process, sur un outil, sur un mode de fonctionnement, si ça pose problème, tout simplement faire une réunion de travail et se dire: «OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, faire en sorte que ce soit moins problématique?» Donc évidemment, parfois, on peut directement toucher aux causes, mais parfois c'est plus difficile et il y a des aménagements qui peuvent être mis en place. Donc c'est tout simplement, solliciter son équipe, solliciter ses collaborateurs, ça permet aussi de les rendre acteurs, de les rendre actifs aussi justement de la résolution des problématiques qu'ils rencontrent eux-mêmes. Donc tout simplement, leur demander qu'est-ce qui pourrait vous aider à gérer cette situation qui aujourd'hui est problématique pour vous? Et souvent, comme on demande à nos collaborateurs, ils connaissent très bien leur métier, ils connaissent très bien leurs contraintes et ils vont naturellement proposer des choses qui sont applicables, qui sont faisables, tout simplement parce que s'ils proposent quelque chose qui n'est pas applicable, ce ne sera pas appliqué. Donc ils sont quand même force de proposition et les propositions sont quand même, généralement très constructives. C'était, leader, inspirant. Ah Leader d'accord. leader inspirant, leader facilitateur et leader coach. Inspirer, c'est dire, voilà, ce qui se passera si on fait ça. Voilà à quoi j'aimerais que ça ressemble si on fait ça. Si on fait ça, ce sera les signes du succès. Le leader facilitateur, c'est faciliter, les rituels, promouvoir, l'espace, d'équipe, enfin même l'espace virtuel d'équipe du coup, apporter, des rituels,
définir un cadre pour pouvoir répondre à ces questions, créer un écosystème un petit peu apprenant, faciliter l'échange entre les collaborateurs, l'accès à l'info, etc. Et puis la troisième posture, c'était le leader coach sur comment faire grandir son collaborateur à distance, valoriser son potentiel. Et ça, on va dire, c'était d'aller chercher un petit peu quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il aimerait développer, et puis raccrocher un petit peu les wagons sur son équipe en disant ah bah tiens, c'est marrant, j'ai des juniors qui sont vachement intéressés pour devenir plutôt expérimentés sur ça. C'est au service de ma stratégie. Ok, let's go, on va le faire. Et c'est un petit peu les trois voies, c'est-à-dire que j'inspire, je motive mon équipe, je facilite leur travail et leur accès aux informations, et je les coach pour les accompagner dans leur employabilité, même s'ils veulent partir, au moins comme ça, ils ont gagné des skills, que ça soit des soft ou des hard, pour se développer personnellement, quoi. Oui, complètement. Et là, je pense que c'est aussi tout le savoir-faire du manager, c'est de savoir jongler aussi entre les 3 postures et de pouvoir toutes les utiliser, au moment qui est le plus opportun, en fait. Yes. Je passe à la slide d'après, du coup? Mmh. Ok. Donc là, c'est Hem, quoi? je détaille l'accompagnement individuel, donc je détaille la deuxième phase justement Hmm. du processus qu'on vient de voir. Donc évidemment, ça passe par s'entretenir, discuter avec le collaborateur, donc tout simplement accueillir. Donc là, on est dans les étapes de l'entretien. Donc l'accueil, c'est tout simplement expliquer, pourquoi, est-ce qu'on a, calé, ce rendez-vous, dans quel objectif c'est, dans quel contexte ça s'inscrit et donc voilà, quelle est la finalité de cet entretien. Ensuite, on passe à une phase d'écoute. Par exemple, le collaborateur va nous dire, justement, si on a constaté une diminution, de sa qualité de travail ou alors qu'on veut le questionner sur, le mode de management qui serait le plus adapté pour lui. Là, finalement, on va rentrer dans une phase d'écoute où c'est lui, tout simplement, qui va prendre la parole et qui va partager son point de vue, ses envies et ses besoins. Donc là, tout simplement une phase d'écoute, c'est des choses toutes simples, mais ne jamais couper la parole, faire attention à ce que tout le monde, à ce que la personne ait fini de parler. Un chiffre assez parlant, hem, en règle générale, on coupe, la parole toutes les 11 secondes. Donc évidemment, c'est énorme et si vous êtes dans des conversations informelles, avec des amis, autour d'un café, d'un dîner, peu importe, mais souvent dans les conversations informelles, on coupe énormément la parole sans s'en rendre compte. Donc vraiment, dans ce type de rendez-vous, faire très attention à ça. Ça dépend aussi de la personnalité. Complètement. Il y a des gens qui peuvent couper la parole facilement et d'autres qui vont plutôt rester à attendre, pas forcément leur tour, mais qui sont bien aussi sur l'écoute, quoi, ou qui trouvent pas forcément leur place. Donc c'est plutôt aux gens qui tirent leur énergie du dialogue social, de leur dire, de faire attention et de leur dire à eux, c'est une recommandation, écoutez plus les gens qui sont introvertis. Mmh. Exactement. En fait, on dit souvent qu'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. C'est C'est, bien ça. C'est bien. Et les 11 secondes, je savais pas. Je savais pas. ouais, ouais, c'est Je énorme. vais regarder le webinar et je vais voir combien de fois je t'ai coupé la parole. Je suis timekeeper, il est 11h53. On essaye de rester dans le timing et de finir aux alentours de midi. Je me permets d'avancer. Mmh. Là, il y a une grosse slide du coup avec. Alors, on n'a pas parlé de celle d'avant là. Tu avais une méthode, c'est de DESC, DESC, c'est ça? Oui, c'est la structuration de l'échange, donc c'est finalement de quoi est-ce qu'on va parler. Donc description de D'accord, la ok. situation, recueillir les émotions de son interlocuteur et comme je disais aussi tout à l'heure, le rendre acteur des solutions et lui demander de quoi est-ce qu'il aurait besoin dans sa situation. Ok. Donc, je te coupe la parole. Je passe à la slide d'après. C'est parti. Et donc là, on a une slide un peu similaire, mais qui cette fois-ci n'est pas pour un entretien individuel, mais pour un échange collectif. Donc tout simplement, si vous faites une réunion de travail sur une difficulté collective, comment est-ce qu'on va mener cette réunion? Donc déjà, faire le point, quant aux difficultés, aux dysfonctionnements que, tout le monde a pu, repérer.
Mmh. Reconnaître que cette situation n'est pas facile, peu importe que ce soit lié à un process, à un logiciel, voilà, reconnaître verbalement, les difficultés, mettre des mots dessus et c'est tout simplement donner de la considération à ce que vivent aussi vos collaborateurs. Rappeler aussi la vigilance collective qu'il y a aussi ce besoin de bienveillance, surtout dans ce type d'échanges, qui doivent être constructifs, et surtout voilà de les rendre acteurs, comme je disais aussi, de la résolution, de leur demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur situation. Ça, c'est vraiment, vraiment central. Alors, si on résume, enfin, de moi, ce que j'ai compris, c'est donner un terrain de plainte à ses collaborateurs. Dire, avec quoi tu pas content, crache ton truc, ça va te faire du bien. Beh, on va parler oui, c'est ça, on va parler de ce qui dysfonctionne, mais c'est aussi, on va réfléchir à comment l'améliorer. C'est Mmh. je t'écoute, j'ai de la considération pour tes difficultés, mais par contre, on va réfléchir ensemble et tu vas aussi être force de proposition pour les résoudre. Comment on fait ça? Est-ce qu'on planifie un entretien? Est-ce qu'on le fait à la machine à café? Est-ce qu'on le fait en fumant une clope avec son collaborateur? Quand est-ce et est-ce que ça doit être formalisé ou pas? Parce que moi, je me dis, si c'est formalisé, ce truc-là, heu, la personne, elle est peut-être pas prête et elle va se mettre une pression, ça dépend du collaborateur et puis elle va pas être on va dire, prête à avoir tous les bons arguments à mettre sur ce qui se passe pas bien, on va dire en tant que collaborateur ou collaboratrice. Et donc du coup, est-ce que ça serait pas là, au niveau du manager, de se dire: «Ah tiens, là, il vient de faire une réflexion, boum, je jump là-dessus et on va passer un quart d'heure là-dessus, même si on est dans l'ascenseur, quoi». En individuel, c'est faisable, mais il y a quand même, besoin de s'isoler, notamment ne pas faire ça dans un lieu de passage, par exemple, surtout s'il y a des difficultés sensibles pour lui. Mmh. Voilà, offrir vraiment cette considération, et surtout faire ça à un moment donné où vous-même, en tant que manager, vous avez du temps. Ça aussi, c'est très important. Hem, Donc au on le garde pour enfin, faire un entretien, ça, c'est l'objet de la réunion, quoi. On va faire un échange collectif sur ce qui va pas bien. C'est oui, ça? mais en fait, OK. il y a tout un travail d'introduction à faire. Se dire par exemple: «OK, ça fait plusieurs fois que, voilà, on en a déjà parlé, je sais qu'il y a des dysfonctionnements sur cet outil, je sais qu'il est pas facile à manipuler. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une réunion et comme ça, on identifie en fait, pourquoi c'est difficile à manipuler et puis on va réfléchir ensemble à des actions». Il y a vraiment tout ce travail en fait, d'introduction en amont de la réunion qui est important et qui doit aussi être empathique et qui doit montrer de la considération. OK. OK, ça roule. Donc, rappeler l'importance d'une vigilance collective, OK. Si besoin, programmer un atelier de travail sur la problématique. Donc là, on est dessus, quoi. C'est là-dedans. L'échange Mmh. collectif pour, identifier, les problématiques et à trouver des solutions. OK, très clair. La posture d'accompagnement, c'est quoi? C'est, finalement, comment est-ce qu'on va se comporter? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire aussi face à, une ou des personnes, qui nous partagent, leurs difficultés? Donc évidemment, la posture qu'on va privilégier, donc c'est l'empathie. Ça va être, tout simplement de, comprendre, les difficultés de l'autre, sans forcément les partager. Peut-être qu'on les rencontre, peut-être qu'on ne rencontre pas du tout les mêmes difficultés. Il y a pas de souci là-dessus. Mmh. Ce n'est pas partager les difficultés de l'autre, mais c'est vraiment faire l'effort de les comprendre. Tout simplement: «OK, je vois que oui, il y a des difficultés sur tel sujet. Ouais, OK, je vois et je comprends que ça puisse, dysfonctionner à un moment». Donc là, on a empathie, sympathie, antipathie et apathie. Ouais. Apathie, c'est dénué d'émotions, donc je suis apathique. C'est ça, c'est finalement ne pas répondre, ne pas réagir en fait aux difficultés de l'autre ou aux émotions négatives qu'il peut exprimer. C'est en fait, simplement ne pas du tout les prendre en compte. Antipathique, c'est je suis énervant. Hem, il y a des phrases antipathiques qu'on dit régulièrement malheureusement, surtout C'est dans quoi? un cadre ça peut être, «Non mais t'en fais pas, c'est pas grave, ça va aller».
Ah oui, 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 oui. Ah oui, les fameuses personnes qui ont passé le confinement et après, au retour au bureau, allez, c'est bon, c'était pas grand-chose. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Si on dit, en fait, c'est pas grand-chose ou si on dit, c'est pas grave, ça veut tout simplement dire, bah, tes difficultés ne sont pas légitimes. C'est ça que Ouais, ça veut dire derrière, donc on évite. Je sais que le c'est c'est pas grave. fréquent, mais il Ouais, préfère ouais, ouais, éviter. ouais. Mais même moi, je le dis, en fait. Je m'en aperçois. Que certaines fois, parce que c'est cette situation, si je l'avais vécue, moi, je trouverais pas ça grave. Et du coup, ça, c'est être antipathique pour la personne parce qu'elle se dit, euh, ben, en fait, elle, ça l'atteint, cette situation, du coup. Mmh mh. Et sauf que j'en sais pas vraiment puisqu'elle m'a sorti que juste une phrase. Donc ouais, ok, je ferai super attention. Merci. Pas de souci. Merci. Je proscris le c'est pas grave. Sauf pour moi. Sauf pour moi. Pour Oui, me, voilà. oui, en fait, on a tous vraiment des façons très différentes de vivre les choses et nous, il y a des choses qu'on vivra, pas de manière grave et les autres peut-être que oui et inversement aussi. Hmm. Et la sympathie, pourquoi pas sympathie? Parce que là, il y a des croix, enfin, ok pour l'empathie et non pour la sympathie, antipathie, apathie. Donc, pour antipathie, apathie, je veux bien, Mmh mh. mais pourquoi une croix sur la sympathie? En fait, la sympathie, ça manque de cadre surtout. En fait, c'est totalement accepté et totalement, préconisé dans un cadre informel avec nos amis, avec nos proches. Mais par contre, dans un cadre professionnel, ça manque de cadre. Si par exemple, hem un collaborateur nous dit, tout simplement: «J'ai eu une difficulté sur, tel sujet» et qu'on lui répond: «Ah bah oui, mais moi aussi, hier justement, j'ai eu encore, tel souci» et cetera et là, en fait, on va partager les difficultés avec lui. Donc on vit exactement la même chose, mais l'objectif aussi, c'est d'être cadrant et de garder aussi une certaine neutralité. Parce que si vous êtes, dans la sympathie, si vous êtes dans la exactement dans les mêmes émotions que la personne que vous avez en face de vous, on perd en fait cette neutralité. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Du coup, écouter et accompagner les collaborateurs en difficulté peut s'avérer être un exercice difficile. Oui, c'est pas quelque chose, Hein. d'inné, pas du tout évidemment, c'est Mm, quelque chose qu'on développe et qu'on non, pas tente pour certains, de non. mmh, c'est quelque chose qu'on essaye un peu de développer, au jour le jour donc ouais, c'est pas du tout inné, c'est pas du tout facile pour tout le monde, hein, loin de là. Surtout qu'il y a des situations dans lesquelles on voit très peu ou voire pas du tout de marge de manœuvre. On peut se sentir assez démuni, pardon et c'est là aussi que le soutien émotionnel, par contre, va avoir toute sa place, évidemment. On peut avoir donc voilà, manquer de moyens pour pouvoir accompagner au mieux. Parfois, on ne peut pas, réduire le problème à sa cause, Mm. mais on va pouvoir mettre en place certains aménagements, par contre, pour pouvoir diminuer le risque et ça aussi, c'est important. Il faut jamais sous-estimer la somme des petites actions, loin de là. Et évidemment, recevoir la charge émotionnelle de l'autre, si vous avez quelqu'un qui est en très, très grande difficulté face à vous, Mm. et qui a un discours qui est pas facile à entendre, ça aussi émotionnellement pour vous, ça peut avoir certains, retentissements et ça peut d'autant être plus difficile aussi, si vous vivez la même chose que votre collaborateur, pour, citer voilà malheureusement des exemples qui peuvent, arriver, c'est tout simplement avoir un collaborateur qui est en détresse parce que malheureusement son poste va être supprimé. Beh, Mm. nous, en tant que manager, si notre poste aussi, heu, est supprimé, comment est-ce qu'on va faire pour soutenir notre collaborateur? Alors que finalement, on est dans la même difficulté que lui. Donc il y a vraiment parfois cette posture difficile en fait, du manager lorsqu'on vit parfois donc des difficultés similaires, à celles de nos collaborateurs. En fait, c'est le risque que son poste soit supprimé aussi, qui en fait, lui se dit, mais comment je peux lui remonter le moral alors que ça peut m'arriver à moi aussi, c'est ça? Exactement. Ok. Mmh. Donc là, il dit, c'est pas grave, et voilà, c'est bon. C'est ça, non? Bah, là, Non, on c'est est ouais, là, on est dans l'antipathie du coup, hein. ok, d'accord. Donc on dit pas ça. Ok. Et là, par exemple, sur ce contexte-là, si un manager te pose la question, bah, j'ai un collaborateur qui va perdre son poste.
Comment je dois réagir? Est-ce que Workplace Options, ils font un accompagnement aussi des managers à ce niveau-là? Ils font un petit coaching en disant, bah voilà, comment il faut parler, comment il faut évoquer vos idées, peut-être sur une situation très particulière, voilà, comment il faut réagir? Oui, complètement. Hem, Tout dépend aussi, des comment va fonctionner l'organisation. Par exemple, dans certaines structures, collaborateur va recevoir donc une lettre officielle de l'entreprise, Mmh. lui indiquant justement cet effet et ensuite, des échanges en fait avec le manager, des explications. En fait, finalement, le manager, c'est aussi le référent, donc si on reçoit cette annonce-là, on va, sans doute aller se diriger vers son manager pour savoir ce qu'il en est, ce qui se passe, avoir peut-être plus de détails, plus d'informations. Donc par exemple, si une entreprise est dans ce cas de figure, là, on forme les managers à comment mener spécifiquement ce type d'entretien avec le collaborateur. C'est des, formations qu'on fait et on fait Mmh. tout autre type de formation sur mesure, au besoin. OK, OK, super, super intéressant. Les ressources disponibles, ça, c'est de la fameuse balance là, de tout à l'heure? Les risques-bénéfices? Ça peut, tout à fait. Ça peut être, complètement des ressources et des facteurs de protection, mais c'est aussi, l'idée de montrer aux managers que finalement vous n'êtes pas seul pour gérer, les problématiques RPS de vos collaborateurs. Il y a d'autres structures, d'autres entités aussi qui existent. Ça peut être par exemple les services de prévention et de santé au travail, donc typiquement le médecin du travail, ou les infirmiers au travail. Mmh. Les ressources humaines aussi, qui ont un rôle sur certaines problématiques, d'organisation du travail, qui vont avoir un rôle sur la conciliation vie pro, vie personnelle, qui vont avoir un rôle de conseil aussi, qui peuvent être, voilà. Si besoin, vous pouvez aussi vous-même vous rediriger vers ces interlocuteurs-là ou rediriger un collaborateur en difficulté vers ces interlocuteurs aussi. Puis les représentants du personnel aussi dans certaines situations, très spécifiques et puis parfois, certaines organisations ont des ressources externes, comme par exemple, pour le coup, nous pouvons mettre en place des lignes téléphoniques pour accompagner, individuellement les salariés en difficulté, donc un accompagnement psychologique. C'est des choses qui peuvent exister parfois. Mmh, d'accord, OK. OK, ça marche. J'avance. Ah, bah, c'est la conclusion. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment les 4 thématiques, les 4 points, à retenir vraiment sur la conférence d'aujourd'hui. Soutenir à la fois opérationnellement et émotionnellement, essayer de mutualiser les 2 soutiens, les 2 types de soutien. Évidemment, si opérationnellement on a très peu de marge de manœuvre, le soutien émotionnel a complètement aussi sa place. Mmh. Hem Rechercher les solutions avec les collaborateurs pour les rendre, acteurs justement aussi des solutions. C'est très important aussi pour eux, voilà, de prendre cette posture-là et de sortir un peu, d'une posture passive s'ils sont dans cette posture-là et aussi toujours, on le rappelle jamais assez, mais partager avec vos pairs. Si vous avez d'autres managers aussi ou de confiance au sein de votre structure, que vous avez une thématique, une problématique spécifique à aborder, n'hésitez pas aussi à échanger donc avec d'autres managers, avec vos pairs pour, pouvoir, voilà, voir si eux aussi, ont déjà été confrontés peut-être à cette problématique et échanger sur, vos pratiques managériales. C'est ça, partager avec le plus de monde. Amélie, ce webinaire touche un petit peu à sa fin. On a un call to action. Toi, tu proposes des audits, des formations. Donc, tu m'as dit, bah écoute, Aurélien, donne mon mail directement. Donc, c'est amélie.marcassin@workplaceoptions.com. On peut te contacter directement pourquoi, du coup, pour faire un audit des risques psychosociaux dans l'entreprise, de si ça va pas. Parce que toi, tu es psychologue de formation. Donc, on va dire, on peut t'appeler un petit peu, qu'on soit manager, collaborateur ou décideur, Exactement. on t'appelle. Exactement, soit pour, tout simplement de la prévention, un état des lieux, dégager des axes d'amélioration ou soit alors si vous avez une problématique humaine particulière au sein de l'entreprise, au sein d'un service, on intervient aussi typiquement sur voilà, tout type de problématique qui concerne l'humain en entreprise. Donc s'il y a un souci, appelez Amélie, voilà. Bon, envoyez-lui un mail. On n'a Mmh. pas ton numéro là. J'en profite aussi moi, si vous voulez du coup, bah, qu'on prenne un petit café, visio, qu'on fasse connaissance, n'hésitez pas, aurel@teambuilder.fr. J'en profite pour vous donner les prochains sujets de webinar. Donc la semaine prochaine, on va parler, pas la semaine prochaine, pardon. Ça sera très prochainement. On va parler avec Julien Morisson, donc un ancien RH chez Chanel et Groupe Bolloré, du Trimoji.
Donc là, l'innovation dont je vous ai parlé tout à l'heure de Team Builder, une nouvelle façon de manager. On va parler aussi de référentiel de compétences, qui est le prochain enjeu des entreprises. Le matching professionnel, est-ce que ça existe? Et puis les analyses de personnalité au service du management, ça, on voit que c'est un sujet qui plaît énormément. Et donc du coup, j'aurai l'occasion de recevoir des psychologues, des neuropsys, des docteurs en sciences cognitives aussi pour parler de ces différentes thématiques. Merci à tous, vraiment, comme d'habitude, le webinaire sera dispo en replay sur la chaîne de Team Builder. Merci Amélie, merci beaucoup pour avoir participé, Merci à toi de éclairé m'avoir de tes accueilli. lumières. C'était vraiment top. Pas beaucoup d'interactions aujourd'hui sur le chat, mais bon, on est encore pas mal sur le webinaire. Donc, c'est que vous avez été très attentifs. J'espère que vous avez, comme moi, écrit ce que disait Amélie avec grande attention à côté. Je vous souhaite à tous, du coup, un très bon appétit, une très bonne après-midi, un très bon week-end. Merci beaucoup, Amélie. Merci pour ton Merci à temps. toi. Merci pour ton expertise. J'espère qu'on se reparlera très, très vite. Et en attendant, je te souhaite un bon week-end.